économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Monsieur Alexandre Fkak. Et la question qui se pose, c'est que l'actualité française est prédominée par la crise des Gilets jaunes. Oui. Cette crise des Gilets jaunes, qui est quand même elle est récente, hein, donc on ne parle pas d'une crise... Oui, depuis 2 mois. Ils sont à la 10e semaine, donc ça fait à peu près plus de 2 mois. Mais lorsqu'on écoute un petit peu leurs revendications, ce sont des revendications qui datent de plusieurs décennies. Oui, il y a un cumul, effectivement. Alors, comment vous, en tant qu'observateur, vous arrivez à distinguer la part des choses? Parce que j'ai l'impression que le président Macron est en train de payer les casseroles, parce que les revendications, ça ne date pas de l'arrivée du président Macron à ce jour, mais c'est des casseroles qui datent de plusieurs décennies, voire 3, 4 décennies en arrière. Vous avez parfaitement raison, mais disons là, au bout de 10 semaines, puisque hier c'était la 10e semaine, il y a la trajectoire historique des Gilets jaunes, c'est un peu comme une boule de neige. Elle roule, et plus elle a un listing de revendications qui grossit, et plus la boule prend du poids politique, avec la force du verbe, non pas de demander, mais d'exiger aujourd'hui l'augmentation des pouvoirs d'achat, de la puissance de faire, je dirais, de diminuer la taxe des carburants, la magie des mots et les mots magiques, les propositions contradictoires des revendications avec des contre-propositions, je dirais, du gouvernement, bouleversent un peu les contribuables citoyens qui ne savent plus à quel point se vouer. Les partis politiques qui devraient remplir leur rôle d'encadrement, de préparation, de négociation avec les syndicats et les ONG sont aujourd'hui dépassés. Il n'y a plus de dispositif que pour ce type de grand débat qui est proposé par l'exécutif à l'initiative de Emmanuel Macron, président de la République française. Les Gilets jaunes, c'est un espèce de mouvement d'angoisse, d'incertitude. C'est un mouvement qui est respecté, respectable. Il y a des revendications contradictoires, mais qui méritent d'être écoutées et entendues. La violence ne justifie pas leur désespoir. Les leaders ont pris beaucoup de risques pour se faire entendre et il y a un besoin d'être écoutés ou d'écouter les Gilets jaunes s'ils s'organisent, je dirais, en ONG ou en fédération parce que les partis politiques, les syndicats et autres sont dépassés. Et le propre de la politique, c'est d'éviter que cette espèce de colère, de grogne, de fronde sociale devienne une rage, devienne un mouvement politique et devienne une violence. Et se rendre compte que cette violence, je dirais que cette revendication sont légitimes et que ces revendications sont contradictoires, mais elles ne peuvent pas tous être acceptées, faire le contraire. Moralité de l'histoire, le terme de réforme et du populisme qui étaient des concepts de gauche, qui sont devenus par la suite de droite, ne sont pas aujourd'hui négatifs, car les partis politiques ne remplissent plus leur rôle d'encadrement de la population depuis, comme je dirais, une vingtaine d'années, et ce n'est plus le lieu, je dirais, des projets de politique, des projets sociétaux, des débats politiques en raison eux-mêmes de l'exclusion de la diaspora, de l'exclusion des femmes, de l'exclusion d'un certain nombre de minorités, etc. Et cette boule de neige qui devient, on peut se demander s'il y a une main invisible derrière qui s'est construite sur la base originale, je dirais, de à peu près 3 dimensions. En gros, pour ne pas rester, c'est un mouvement et en même temps un travail d'outils et un symbole de contestation depuis à peu près le 17 novembre, si ma mémoire est bonne, 2018, des milliers de gilets jaunes qui vont se rassembler, se manifester pour le prix du carburant à l'initiative des réseaux sociaux, qu'on surnomme les gilets men. Et ce fut une simple vidéo lancée sur Facebook pour le rassemblement de la France. Et voilà, et le mouvement est parti. La deuxième dimension, c'est qu'ils ont pris une couleur jaune du gilet qui est un espèce de code de visibilité pour l'ensemble des travailleurs, des chauffeurs, ceux qu'on voit dans les rues, mais aussi un système de protection pour symbolique du travail. C'est un signe de protestation par les réseaux sociaux sur 2 phénomènes avec lesquels ils ont commencé, la hausse du carburant et l'augmentation
probablement de SMIC, et le problème qui était en cours sur le problème de la fiscalité qui va être mensualisé, un peu comme le Maroc, mais parce qu'en France on payait c'est comment on appelle, c'est IR, c'est l'impôt sur le revenu, une fois tous les ans. Voilà un petit peu. Et puis la troisième, mais ça je ne peux pas vous le confirmer, est-ce qu'il y a une main derrière tout ça? Je ne pense pas. Je suis affirmatif, mais en tout cas, l'ancien ex-ministre Gérard Collomb avait quand même donné des signes, et il a dit faites attention, il y a des risques d'une fracture sociale et fracture politique, en reprenant un peu le terme de Chirac quand il avait fait la campagne contre Édouard Balladur. Alors est-ce que qui a raison, qui a tort? Donc en tout cas la manifestation est là, elle a fait une dizaine de morts, il y a eu de nombreux blessés, et la boule de neige, elle continue de rouler en rassemblant peut-être plus de 200 aujourd'hui, revendications, ce qui devient extrêmement difficile. Donc il y a une espèce de contre-proposition qui a été faite par Édouard Philippe, donc le gouvernement, mais à l'initiative du président de la République, que l'on appelle aujourd'hui le grand débat national, mais il s'agit de l'organiser autour des maires, autour donc des espèces de régions. Voilà un peu la première question de ce que représente un peu les gilets jaunes. Écoutez, les gilets jaunes, comme on a dit, donc le résultat d'un cumul de pots cassés depuis un certain temps. Exact. Donc on ne peut pas de main invisible ou main visible parce que c'est pas possible. Il y a des gens qui constatent, mais il n'y a personne qui peut être derrière un mouvement parce que tout le monde a participé à sa construction, gauche, droite, centre, extrême droite, extrême gauche, et tout le monde le sait, à travers les villes, à travers les communes gérées par l'ensemble des composantes politiques de la France. Mais il y a un point qui est de taille, M. Alexandre Fkek, c'est que tout simplement, cette initiative du président Macron de ouvrir un débat, est-ce que selon vous, c'est la meilleure manière pour désamorcer cette crise inédite en France? Vous savez, un homme politique doit anticiper les événements. La crise, si vous ne la rattrapez pas, si vous ne la maîtrisez pas en cours de son mouvement, elle vous attrape par la gorge. Et c'est une saignée. Et dans ce cas de figure, la crise ne prévient pas. C'est comme la Révolution française 1789. J'y reviendrai tout à l'heure en disant deux mots, mais la crise des années 1968 en France, ou le printemps des œillets, ou le printemps des jasmins, ou le printemps arabe, vous voyez, quand il est parti, c'est d'un seul coup. Il n'a prévenu personne, car il s'est transformé en espèce de mouvement politique avec le jeu des théories de domino, aussi bien pour l'Amérique latine, vous vous rappelez, le monde arabe, les gilets jaunes, maintenant ça s'éparpille en Belgique, en Hollande, et en tout cas, le cumul, comme vous dites, la crise, c'est une espèce de cumul, comme une boule de neige, d'erreurs politiques ou de maladresse, avec des mots peut-être en plus, qui font mal, surtout dit par des responsables, et les gilets jaunes deviennent une espèce de prétexte d'un conflit latent dans la désillusion de la politique de Macron, président de la République, élu au suffrage universel, mais qui pose un problème, qui ne pose pas un problème de l'égalité juridique de son élection, mais pose une problématique des institutions de la Ve République aujourd'hui, qui donne à réfléchir sur ce mi-mandat, en voulant casser les structures fondamentales des partis politiques et probablement de la gauche et la droite. Et aujourd'hui, ils payent les pots cassés, car ils ne trouvent plus quels sont les interlocuteurs. Et donc la crise, elle remue le cocotier, elle fait tomber l'ensemble des poires qui ne s'adaptent plus à ce mouvement de la mondialisation. Et elle donne une excellente opportunité aux gilets jaunes de se replacer, car la lutte des classes est passée à la lutte aujourd'hui des places. Ce qui se passe au Maroc va se passer ce qui va se passer en France se passera au niveau du Maroc également. Donc je rappelle, je vous l'ai promis, de la Révolution française 1789,
quand la révolution avait démarré pour la prise de la Bastille, elle n'a prévenu personne. C'était au temps de la royauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux revendications qui étaient dans l'époque, mais qui ne sont plus aujourd'hui désuètes, mais qui restent valables parce que c'est quand même une leçon d'histoire pour le monde entier. La première, c'est la première déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent égaux en droit. Noirs, blancs, petits, grands, hommes ou femmes, quel que soit votre territoire, vous êtes égaux devant la loi. Nous passons des états théologiques vers des états de droit et pas de passe-droit. Ça, c'est la première leçon mondiale. La deuxième leçon qui est extrêmement importante, c'est que le pouvoir est donné par le peuple. Il est donné à travers les institutions politiques réglées pour tout le monde et tout le monde peut en bénéficier. Et donc la démocratie est une grande école de compréhension humaine qui met à la disposition celui qui a les compétences institutionnelles ou physiques, ou homme physique, ou personne physique, je voulais dire, la possibilité de prendre le pouvoir, de diriger. La politique n'est pas un métier. La politique est un état de fait quand vous serez... il est changeable. C'est un peu comme disait un poète d'Amérique latine. Les hommes politiques, c'est un peu comme les couches de bébé. Il faut les changer tous les 4 ou 5 ans, sinon ça va sentir mauvais. Et donc la Révolution française avait ces 2 points. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils ont commencé avec 2 points et ils se retrouvent avec 150 ou 160 et ils n'ont pas d'interlocuteur. Alors que faire? C'est toute la problématique aujourd'hui, il faut les écouter. C'est des nouvelles formes à travers les réseaux sociaux. Ils n'ont ni tête ni queue. Ils sont un petit peu dans l'ensemble des ronds-points en France, mais il faut simplement qu'ils respectent l'état de droit, respecter le passage et les codes de la route de l'ensemble des gens, et ne pas faire un blocage de type institutionnel, de laisser les choses fonctionner telles qu'elles sont, mais de revendiquer, c'est votre droit, puisque la Constitution vous donne la possibilité de revendiquer ce que vous voulez, d'arranger même votre manifestation, mais on ne peut pas, et j'en conclus ici, on ne fait pas la politique de la France avec la longueur d'une queue d'une manifestation, ça n'a pas de politique. Voilà. Professeur Alexandre Fkak, vous avez évoqué quelque chose qui m'interpelle d'une manière assez importante. Vous avez dit que la politique, d'après ce que vous venez de dire très brièvement, rapidement là, ressemble aux couches du bébé. Cela veut dire qu'il faut les faire changer tous les 5 ans, tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Oui. Sauf il y a une question qui s'impose. Si on prend le parti politique de M. Emmanuel Macron, oui, il s'agit d'un parti politique. Oui. Dans la quasi-totalité, ce ne sont pas des politiques. Exact. Attendez, je finis. Ce ne sont pas des politiques. C'est-à-dire des gens de la société. Civile, qui ont 70%. pris... Exactement. Et qui ont pris le pouvoir pour gérer. Et ces gens-là, ils étaient élus par le peuple. Oui. D'une manière assez importante. Élection présidentielle et élection législative. Comment peut-on demander rapidement à ce qu'on appelle révolution, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est une révolution dans le champ politique français, qu'un parti politique n'a jamais existé au jour au lendemain. Tout ce qu'on peut dire sur le président Macron ou d'autres, et au jour au lendemain, il détient les clés du pouvoir sur tous les plans, législatifs, mais aussi présidentiels. Et cette partie politique, c'est la première à faire payer, la première à subir la protestation sociale. Est-ce que, selon vous, sa défaite éventuelle, ce n'est pas sa façon de faire en utilisant des hommes et des femmes qui font pas de la politique? Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire ou les deux, mais en tout état de cause, il faut revenir au cumul. Le cumul, c'est que les gens en France ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche, ils ont essayé les centres, ils ont essayé toutes les combinaisons possibles qui n'ont pas marché. Et à un moment donné, ils se sont dit, on a ras-le-bol de ces types de politiques qui ne ramènent rien. C'est aussi des clans entre eux, avec des étiquettes de gauche, et nous avons vu des gens passer de gauche à droite qui sont devenus des ministres, et vice-versa, au temps de Chirac, au temps
de Sarkozy, au temps de Hollande, et aujourd'hui, les gens ont tellement ras-le-bol que Macron, en partant d'une société civile, bien sûr, avait réussi. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte au mi-mandat que c'est exactement la même chose, que quand Macron faisait une politique de gauche, eh ben vous avez les conservateurs et la droite qui se soulèvent, et quand il fait une politique de droite, eh ben c'est la gauche qui se soulève parce qu'il n'a pas de centre. D'autant plus, c'est tout à son mérite d'avoir 70% de gens qui sont jeunes, extrêmement jeunes. Nous avons vu même des ministres à l'âge de 29 ans, absolument extraordinaire. C'est une révolution de type française au lieu de la gérontocratie d'autres pays. Je pense à l'Algérie, je pense à d'autres pays où les gens donc dépassent un peu les 70 ans. Et aujourd'hui, il se pose donc cette espèce de problématique où les gens ne se retrouvent plus dans les partis politiques, ni dans celui de Macron qui a promis mai et merveille. Et la France a du mal, c'est un pays quand même très conservateur, il a du mal à accepter l'ensemble des réformes. Mais quand ça touche le SMIC, je dirais le pouvoir d'achat, les retraités qui n'y arrivent plus, eh ben ça devient une espèce de la société civile contre, je dirais, l'ensemble des partis politiques, y compris le gouvernement qui est le produit des partis politiques. Bien sûr. Le produit de la REM, la République en marche. Donc il y a aujourd'hui une espèce de bras de fer. Avec la durée, c'est toujours le plus résistant qui gagne, mais en raison des moyens de disponibilité du temps et des valeurs de la démocratie pluraliste, on ne change pas les règles du jeu avec des velléités contestataires ou une fronde sociale des gilets jaunes qui commencent par le pouvoir d'achat et la baisse des prix des carburants et qui finissent aujourd'hui par une liste de revendications politiques. Et demain même, ils pensent se présenter du jour au lendemain aux élections européennes. Au niveau des élections européennes. C'est ça. La démocratie devient une espèce de RIC. Vous savez, le RIC, c'est le rassemblement ou le référendum d'initiative des citoyens. Et aujourd'hui, contre-proposition, ça finit avec un débat national qui est proposé par le président. Alors, tenant compte de ces expériences de la Suisse, par exemple, et d'autres pays qui sont européens, il est impossible de gérer un pays par des référendums. Ce n'est pas les RIC permanents qu'on peut piloter la France référendaire. En rétablissant l'ISF, je ne pense pas qu'on puisse régler le chômage, dit même Emmanuel Macron. On ne fait pas de la politique de la France avec la longueur d'une manifestation. Vous vous rappelez du syndrome de Leonarda, avec la fameuse réponse du président de la République qui souhaitait Hollande, qui avait téléphoné à Hollanda pour lui dire « Vous rentrez seul parce que on va vous faire vos papiers et vos parents resteront dans leur propre pays. » Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Leonarda. Donc le monde n'est pas à l'envers et le président propose et Leonarda dispose du choix politique. C'est le monde à l'envers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle propose, ce professeur Alexandre Elfkek, comme solution éventuelle à notre auditoire sur la crise des Gilets jaunes? Alors les Gilets jaunes ne peuvent pas aujourd'hui, à mon sens, dévier la trajectoire politique de la Constitution. La France est un État de droit. On ne peut pas faire des implants politiques par le RIC dans la Ve République, sinon il va falloir revoir la Ve République. Vous savez que, selon eux, et ils ont raison, le problème se pose depuis très longtemps aussi avec Mélenchon, Macron est élu avec, premier tour, 24% à peu près, ou 23 et quelques. Et il se retrouve avec 75% jusqu'à 80% de l'ensemble des partis. Alors il va falloir cette contradiction. Les gens, ils ont voté pour vous, mais ils n'ont pas voté pour Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen qui est de l'extrême droite. Alors ce sont des problématiques techniques au niveau institutionnel qui se posent aujourd'hui. Et faut-il revoir une 6e République ou faut-il revoir la 5e République et le réamender? En tout cas, il est extrêmement difficile pour moi de voir aujourd'hui de gérer la France par des Brexit ou des Frixit référendaires. C'est-à-dire avoir des
des réponses à des échéances, mobiliser la France pour des votes tous les dimanches, pour trouver des solutions urgentes. Ce que je pense, c'est que le débat national proposé par le président de la République va forcément donner d'abord une crédibilité aux partis politiques français qui sont exclus de ce débat, parce qu'on a choisi les maires, ceux qui veulent, et les préfets. Pour l'instant, d'une France qui bouge, le plus grand risque avec les RIC ou avec le Brexit, proposé par les Gilets jaunes, c'est de prendre le risque de ne pas bouger. Alors, d'une société de méfiance aujourd'hui en France, des partis politiques qui ne rejouent plus leur rôle, la France qui doit devenir une société de confiance en faisant, je dirais, élargir le périmètre de la solidarité voulue, désirée, choisie par les Gilets jaunes qui sont, pour le moment, qui se déclarent apolitiques, doit redevenir une société d'inclusion de l'ensemble des chômeurs et toutes les formes sociales de revendication, et non pas, je dirais, une forme de société d'exclusion de la diversité, de l'immigration, des cerveaux en fuite, des euros africains qui travaillent politiquement pour la stabilité de la France gagnante, dans une Europe leader dans le monde. Et le propre de la politique est de faire une liste de revendications, un cahier de charges de doléances par région, de trouver une notion de fédération pour s'en sortir, mais ça sera des choix douloureux au niveau politique. Mais j'ai l'impression que l'année 2019 sera une année d'affrontement politique. Voilà. Professeur Alexandre El-Fekkak, président de la Fédération mondiale de la diversité des Euro-Africains, soyez sûr et certain qu'on va suivre votre développement ici en France, donc puisque vous êtes installé en France. Et à ce moment-là, certainement, on vous contactera le plus rapidement possible avec votre évolution. Bientôt les élections européennes, bientôt d'autres agendas qui sont très très intéressants pour notre auditoire. Je vous dis à très bientôt. Surtout, merci infiniment, monsieur Alexandre El-Fekkak. Merci beaucoup. C'était un espèce de feu d'artifice parce qu'on n'avait pas le temps. Mais je vous remercie de l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.